Nous allons débuter. Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Véronique Maltais et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole au présentateur du conférencier, j'aimerais vous donner quelques consignes d'usage. Donc, au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Et pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la toute fin de la présentation. Et je cède maintenant la parole au présentateur Mathieu Bergeron. Donc, Mathieu, tu devrais pouvoir établir le son. Parfait. Merci Véronique. Oui, bonjour. Je suis Mathieu Bergeron. Je suis directeur planification, partenariat ou opération au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce 7e webinaire là, de la 36e saison des colloques du Service canadien des forêts et du CFL. La conférence d'aujourd'hui qui porte sur de l'adaptation à la transformation vers des actions plus transformatrices pour notre gestion des ressources naturelles dans le contexte des changements climatiques est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément là, dans plusieurs sites à travers le Québec principalement et également dans d'autres provinces. C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Guillaume Peterson-Saint-Laurent. Monsieur Peterson Saint-Laurent est conseiller principal en politique avec l'équipe de l'Initiative de secteur prioritaire au sein du Service canadien de la faune, environnement et changement climatique Canada. Avant de se joindre à ECCC, Guillaume était chercheur postdoctoral également à l'Université de la Colombie-Britannique, à la UBC, où il a dirigé de nombreux projets de recherche associés à l'adaptation et à l'atténuation des changements climatiques aux solutions climatiques axées sur la nature. Guillaume détient un doctorat en gestion des ressources naturelles et développement durable de UBC, une maîtrise en biologie et un bac en sciences de l'environnement de l'Université McGill, ainsi qu'un DESS en gestion et développement durable du HEC Montréal. Guillaume est co-auteur de plus de 25 articles scientifiques sur les changements climatiques et la gestion des ressources naturelles dans des journaux de premier plan: Science Advance, Environmental Science and Policy, Climatic Change, Communication Biology, Environmental Research Letters, et il a travaillé dans de nombreux pays à travers 4 continents. Il est basé à Vancouver, où il est également professeur adjoint à la faculté de foresterie et l'Institut des ressources naturelles et de la durabilité environnementale à UBC. Je vous souhaite un bon colloque. Je laisse maintenant la parole à M. Peterson Saint-Laurent. Pardon, je m'étais remis sur mute pour pas déranger. Ah ben, bonjour, je suis très content d'être ici. Donc, merci Mathieu pour l'introduction. Euh, donc, je vais commencer. Bon, pour le plan pour aujourd'hui, comme Mathieu a mentionné, je vais parler surtout de l'adaptation au changement climatique. Je vais vous donner un petit peu de contexte sur de où vient ma recherche. Après, je vais explorer un petit peu les perceptions du public et des praticiens sur des nouvelles approches pour l'adaptation au changement climatique dans les forêts au Canada. Puis je vais parler de l'adaptation à la transformation dans mon titre. Puis je vais introduire un cadre théorique, puis aussi parler de comment ça se transforme ou ça se reflète dans la pratique. Puis je vais ensuite discuter un petit peu comment on peut évaluer l'adaptation au changement climatique, ce qui est une chose qui est quand même assez compliquée. Puis après, j'espère qu'on va avoir une bonne discussion. Donc, les forêts et changements climatiques, bon, les forêts font partie, en grande partie de la solution pour combattre les changements climatiques. Entre 2011 puis 2020, les forêts ont accumulé environ 29% de toutes les émissions humaines qu'on a faites dans ces 10 dernières années-là. Par contre, c'est aussi partie du problème. Donc, en 2011 puis 2020, les changements d'utilisation de la terre, puis aussi les intempéries naturelles ont créé environ 12% de toutes les émissions anthropiques. Donc, d'une partie, c'est la solution, mais une autre partie de comment on gère nos forêts puis nos écosystèmes terrestres, c'est aussi un problème qui contribue au changement climatique. Donc, je vais introduire deux façons de répondre au changement climatique. Disons, la première, c'est l'atténuation. Je veux juste donner des définitions pour être sûr qu'on parle, on parle de la même chose. Donc, premièrement, l'atténuation des changements climatiques, j'entends par ça que c'est vraiment de modifier les activités humaines
afin de réduire les impacts des changements climatiques. Puis il y a deux façons de faire ça. Donc, on réduit les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc les sources de carbone, ou on augmente l'absorption de carbone de l'atmosphère. Donc, on augmente les puits de carbone. Donc, pendant les premières années de ma carrière de recherche, surtout ma maîtrise de mon doctorat, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'atténuation. Mais bon, je suis arrivé en Colombie-Britannique en 2013. Puis j'avais l'intention de travailler sur un plan d'atténuation. Puis c'est ce que j'ai fait durant mon doctorat. Mais pendant ce temps-là, j'ai aussi vu plein d'impacts des changements climatiques qui empêchaient un peu de faire mon objectif principal. Donc, la première, c'est la dendroctone de pin ponderosa, donc en Colombie-Britannique, qui a détruit environ, je pense que c'est plus de 15 millions d'hectares sur les 55 millions d'hectares en Colombie-Britannique, puis qui a détruit plus de 50% des pins commerciaux en Colombie-Britannique. Donc, on conduisait à travers l'intérieur de la Colombie-Britannique, puis on voyait juste des arbres morts principalement. Donc, ça a été vraiment un coup de choc pour moi de voir combien un changement dans le climat a contribué à un impact comme ça. La deuxième chose, bon, comme j'ai mentionné, je suis arrivé en 2013. Donc en 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, il y a eu des grosses saisons de feu. Puis on en attend beaucoup plus dans le futur. Mais ça, c'est vraiment un changement. Puis ça l'a impacté de façon assez incroyable les forêts de la Colombie-Britannique. Puis ça commence à se répandre un petit peu plus au Canada. Mais ici, c'est vraiment un gros problème. Donc ici, j'ai créé un graphique des sources et des puits de carbone dans les forêts de la Colombie-Britannique entre 1990 et 2019. Donc sur le graphique, le triangle noir, c'est les émissions nettes. Donc quand c'est dans la section vert ici, ça veut dire que les forêts ont séquestré plus de carbone qu'ils en ont émis durant l'année. Puis quand c'est dans la section rouge, ça veut dire que ça a émis plus de carbone ou de CO2 que ça en a capturé. En rouge, c'est les feux de forêt. Donc, comme vous pouvez voir, il y a eu une augmentation assez accrue dans les dernières années. Puis il manque 2020 ici, qui serait aussi dans ce coin-ci. Le bleu, c'est les émissions provenant de la décomposition des produits ligneux récoltés. Donc, c'est la foresterie. Le orange, c'est le brûlage des rémanents ou slash burning en anglais. Puis le vert ici, c'est la croissance et moins la décomposition des forêts. Donc si ce graphique-là montre quelque chose d'assez clair, c'est qu'à partir d'environ 2003, les forêts contribuent plus au changement climatique qui capture du CO2 chaque année. Donc c'est un net émetteur de carbone en Colombie-Britannique. Ça montre aussi que ça, c'est l'année environ que les insectes, le pine beetle est arrivé, donc ça contribue, puis on voit que la croissance des forêts a vraiment diminué, puis les feux de forêt ont augmenté dans la même période. Ici, les 2 dernières années, 2017-2018, bon, en Colombie-Britannique, les émissions de tous les secteurs de la province, c'est environ 70 millions de tonnes, donc ça serait environ ici. Donc les forêts, pendant ces 2 années-là, ont contribué 3 fois plus aux émissions de la province que tous les autres secteurs combinés. Bon, ces émissions-là ne sont pas comptabilisées dans l'inventaire national du Canada, donc on les voit, ils sont reportés, mais ils ne sont pas comptabilisés, donc ils ne comptent pas pour les émissions canadiennes. Donc, j'ai montré le cas de la Colombie-Britannique, mais il y a des impacts des changements climatiques un peu partout au Canada. Donc, il y a des insectes, comme par exemple au Québec, il y a la tordeuse de bourgeon, de l'épinette. Il y a des feux de forêt qui sont vraiment intenses ici, mais il y en a aussi beaucoup en Alberta, puis dernièrement, il y en a eu dans d'autres provinces aussi. Il y a d'autres impacts, donc par exemple, une augmentation des sécheresses, des chablis, des verglas. Puis, il va y avoir un changement de productivité. Pour certaines espèces, la productivité pourrait augmenter, pour d'autres, après diminuer. Donc, ça va vraiment dépendre des climats locaux. Donc, par rapport à tout ça, ça m'a vraiment amené à me poser la question, bon, on veut atténuer les changements climatiques, mais est-ce qu'on peut vraiment le faire sans penser aussi à l'autre côté de la médaille qui est l'adaptation? Donc, pour la définition de l'adaptation, je pense vraiment à aider les écosystèmes et aussi la société à s'adapter et à se préparer aux changements climatiques attendus, puis aussi ses impacts dans le futur ou ceux qu'on voit déjà en ce moment.
Donc, ça, c'est bien beau penser à l'adaptation, mais c'est assez complexe. Donc, en pratique, c'est quoi l'adaptation? Comment elle est mise en œuvre dans le contexte de la forêt, puis aussi de la conservation des ressources naturelles? Puis comment est-elle perçue ou évaluée par les praticiens, puis aussi par le public? Donc, aujourd'hui, je vais présenter de la recherche qui a été faite avec beaucoup de partenariats, surtout en Colombie-Britannique, mais je vais présenter aussi des recherches que j'ai faites avec le Wildlife Conservation Society. Puis, je vais focaliser sur les recherches au Canada, mais ces recherches-là ont aussi été faites dans d'autres pays, donc au Japon, en collaboration avec le FFPRI, puis au Mexique, puis quelques recherches aussi en Australie. Donc, le premier projet dont je vais parler, c'est on a fait une étude sur les perceptions du public et des praticiens sur la migration assistée des arbres en Colombie-Britannique puis au Canada. Donc, c'est un projet qui a été fait en collaboration avec le projet CoAdapt Tree, qui était financé par Génome Canada puis Génome British Columbia. Donc, un autre problème des changements climatiques que je n'ai pas vraiment discuté avant, c'est le changement de distribution par rapport au climat qui va changer dans le futur. Donc, à votre gauche ici, on voit la distribution actuelle des forêts en Colombie-Britannique. Puis, à votre droite, c'est une projection pour les années 2080. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment un changement par rapport au changement climatique qui va... bon, les forêts devraient techniquement bouger vers le nord, puis aussi plus haut en élévation. Le problème avec ça, c'est que les forêts ne bougent pas vraiment vite. Ça prend énormément de temps pour avoir une transition dans les forêts. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est que les forêts ne seraient plus adaptées à leurs climats locaux, donc pourraient perdre en productivité ou en santé ou pourraient avoir plusieurs problèmes différents. Donc, une potentielle solution à ça, c'est pas une solution complète, mais c'est discuté comme possiblement une solution, c'est la migration assistée. Donc, ça s'entend le mouvement anthropique, donc le mouvement humain intentionnel d'individus et de populations d'un endroit où le climat est moins adapté vers un endroit où le climat dans le futur va être plus adapté pour l'espèce, l'individu ou la population. Il y a deux façons de faire la migration assistée. La première, c'est de bouger l'espèce ou l'individu au sein de l'aire de répartition indigène ou historique. Donc ça veut dire que on collecte une semence, on la fait pousser, puis après on la plante dans un endroit sûrement plus au nord où le climat va être plus chaud dans le futur, donc plus adapté à l'espèce ou à l'individu, mais en dedans ou au sein de l'aire de répartition indigène. La deuxième façon, qui est un petit peu beaucoup plus controversée, c'est de prendre cette semence-là, la pousser, puis aussi l'amener en dehors de la répartition indigène ou historique, donc où que l'espèce naturellement ou historiquement n'était pas retrouvée. Le statut de la migration assistée et sa mise en œuvre au Canada. Bon, en Colombie-Britannique, il y a une politique qui s'appelle le Climate-Based Seed Transfer, ou le transfert de semences basé sur le climat. Puis ça, en général, ça permet la migration assistée au sein de l'aire de répartition indigène. C'est pas encore obligatoire, mais il y a déjà plus de 50% des ingénieurs forestiers de la Colombie-Britannique qui l'utilisent. Donc, je pense que plus de 60% de toutes les semences plantées, je pense que c'était en 2019, ont été utilisées avec ce programme-là. Donc, c'est principalement un software que les ingénieurs utilisent. Ils mettent la région où ils veulent planter les arbres, puis l'espèce qu'ils veulent planter, puis eux, le programme leur dit quelle semence utiliser par rapport au changement climatique. Dans d'autres provinces, il y a des exceptions de zones de semences autorisées, mais avec un examen approprié. Mais il n'y a pas vraiment de programme provincial qui permet encore de la migration assistée de certaines espèces forestières par rapport au changement climatique. Donc, c'est en discussion, mais c'est pas encore, en tout cas, quand j'ai regardé la dernière fois, c'était pas encore implémenté. Donc, la première chose qu'on a fait par rapport à ce projet-là, bon, il y a beaucoup de... Ce projet-là, le CoAdapt Tree, c'est un gros projet, donc il y a beaucoup d'études génomiques. On avait aussi un besoin de savoir c'était quoi l'opinion des experts en foresterie et en biologie par rapport à ces actions-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sondage en ligne. On a diffusé avec des organisations professionnelles, donc par exemple les ingénieurs
forestiers du Québec ont partagé notre sondage en 2019. On a aussi contacté les techniciens forestiers, gestionnaires de terre, puis experts en sylviculture. Puis on a contacté les biologistes dans les organisations de professionnels. Ici, c'est le nombre de sondages qu'on a reçus complétés. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu inégal. Ce qu'on a décidé de faire pour être consistant, c'est de seulement utiliser les groupes qui avaient 100 sondages complétés ou plus. Donc, on va rapporter sur les experts en foresterie en Colombie-Britannique, au Québec, puis en Alberta. Pour un total de 500, plus de 500 sondages, donc principalement des hommes, puis avec beaucoup d'années d'expérience, donc plus de 20 ans d'expérience en foresterie en moyenne. Donc, c'est des gens qui connaissent très bien la gestion des forêts. La première question qu'on posait dans le sondage, c'était leur opinion sur les changements climatiques. C'était un résultat assez intéressant, si on peut dire. Donc, ici, le Québec, en bleu, c'est bon, la bonne réponse qui est causée principalement par les activités humaines. Puis, en jaune, qui est le reste, beaucoup le reste des réponses, c'est causé d'une manière égale par les changements naturels dans l'environnement et l'activité humaine. Donc, comme vous pouvez voir, Québec puis Colombie-Britannique, les résultats se ressemblent. Donc, la majorité, on dit que c'était causé par les activités humaines. En Alberta, je ne sais pas si on devrait être surpris, mais moins de 40% ont indiqué que les changements climatiques étaient causés par les activités humaines. Donc, c'est un résultat quand même impressionnant, considérant que c'est tous des professionnels en gestion de forêt qui ont sûrement vu les impacts des changements climatiques. Puis ça va être un résultat qui va être important pour le futur de la présentation. On a aussi demandé l'opinion sur l'ampleur des effets des changements climatiques sur les forêts d'ici 2020, 2050 et 2100. Donc en bleu, c'est beaucoup d'impact jusqu'à modérément d'impact. Pour 2100, les réponses étaient pratiquement les mêmes dans les trois provinces. Où ça changeait, c'était plus l'urgence à court terme. Donc en 2020 et 2050, il y avait vraiment un. Les gens, les gens qui ont répondu à notre sondage en Colombie-Britannique avaient vraiment plus peur ou étaient plus. Ils pensaient que les impacts des changements climatiques seraient plus grands dans le reste des provinces en moyenne. Donc ça peut être une réflexion de comment les forêts ont été impactées par les changements climatiques dans les dernières années, surtout en Colombie-Britannique. Après, on a demandé si la migration assistée devrait être mise en œuvre, donc les deux façons, celle au sein et en dehors de l'aire de répartition. Donc, au sein de l'aire de répartition en haut, en bleu, c'est que ça devrait être mis en œuvre maintenant avec la recherche et de la surveillance continue. Donc, une majorité dans les trois provinces pensait que ça devrait être mis en œuvre. Par contre, il y avait moins de personnes en Alberta qui pensaient que c'était une bonne idée de commencer maintenant. En gris, c'était que nous avons besoin de plus de recherche, puis en rouge, que ça devrait être évité. Donc, quand on passe à la migration assistée en dehors de l'aire de répartition indigène, là, les résultats commencent à changer un petit peu. Donc, en Alberta puis au Québec, il y avait beaucoup de moins de monde qui pensait qu'on devrait la mettre en œuvre maintenant et beaucoup plus de monde qui pensait qu'on devrait attendre. En Colombie-Britannique, la moitié pensait qu'on devrait la mettre en œuvre maintenant et la moitié qu'on devrait attendre avant d'avoir plus de recherches et de résultats. Donc, la prochaine question qu'on a demandé, c'est quels facteurs qui devraient être pris en compte quand on prend la décision de faire la migration assistée, de extrêmement influent à pas du tout influent. Donc, la plus importante pour les trois provinces, c'est les connaissances techniques, ce qui n'est pas nécessairement surprenant. Donc, la disponibilité de projections climatiques, puis aussi une compréhension de comment les changements climatiques vont impacter, puis comment les interventions forestières vont impacter la forêt. La deuxième, plus mentionnée, c'était la capacité des décideurs, agences de gestion et autres gestionnaires de forêt, donc, puis la viabilité économique du secteur forestier. Puis celle qui était considérée comme moins influente ou important était le soutien du public et l'acceptabilité sociale. Je dois noter qu'au Québec, c'était beaucoup plus haut que dans les deux autres provinces. C'était même plus haut que la viabilité économique du secteur. Mais en moyenne, c'était celle qui était considérée comme moins
important ou qui devrait peser moins important dans les décisions. Ce qui est quand même intéressant considérant que dans les 3 provinces, la majorité des termes en gestion sont publics. Donc, et la dernière question que je vais présenter sur ce projet-là, c'est on a demandé aux ingénieurs forestiers d'indiquer leur soutien pour 6 options de rebasement qui vont d'un spectrum de moins intensive en gestion jusqu'à beaucoup plus intensive. Donc, ceux dans le milieu, c'est la migration assistée au sein de l'aire de répartition puis en dehors. Les stratégies de rebasement qui sont actuellement utilisées au Québec puis en Alberta et en Colombie-Britannique, donc régénération naturelle, on laisse, après une coupe forestière, on laisse les forêts repousser, ou la sélection d'arbres forestiers. Donc, sélectionner des traits qu'on veut pour la forêt, mais pas nécessairement basés sur les climats. Et les 2 dernières qu'on a regardées, c'est le reboisement avec des essences exotiques, donc des essences qui viennent d'un autre endroit, d'un autre continent qui ne vient pas du Canada, dans l'Amérique du Nord, puis le reboisement avec des organismes génétiquement modifiés. Les résultats, bon, je vais vous aider à les comprendre. Il y a beaucoup ici à comprendre, mais bon. Les 3 premiers résultats, c'est la régénération naturelle, sélection d'arbres, puis migration assistée au sein de l'aire de répartition indigène. En bleu, c'était le fort soutien, puis en bleu clair, c'était seulement le soutien. Donc, plus de 80% pour une exception avait du soutien pour les 3 stratégies. La seule différence, c'est en Colombie-Britannique, les ingénieurs forestiers avaient beaucoup moins de soutien en moyenne pour la régénération naturelle. Ça peut être lié au fait qu'il y a eu tellement d'impacts, tellement de feux et d'insectes qu'on sent le besoin de faire quelque chose de plus pour aider les forêts à s'adapter. La migration assistée en dehors de la répartition, bon, là le soutien commence à descendre beaucoup, quoiqu'en Colombie-Britannique, il y a autant de soutien pour la migration assistée en dehors de l'aire de répartition indigène qu'il y en a pour la régénération naturelle. Donc, on voit ici, il y a vraiment beaucoup plus de soutien pour l'action plus active des forêts par rapport au changement climatique. Puis les 2 dernières, le soutien, il descend encore plus. Par exemple, en Alberta, le soutien pour la migration assistée en dehors de l'aire de répartition indigène était la même que pour ces 2 autres activités-là qui sont beaucoup plus hautes que pour le soutien en Colombie-Britannique puis au Québec. Donc, au Québec, il y avait vraiment très peu d'amour, disons, pour l'utiliser d'essences exotiques puis d'OGM. On a fait une analyse de facteurs qui a indiqué que le soutien en général avait les mêmes caractéristiques pour ces 3-là. Donc, la migration assistée ressemblait beaucoup plus au résemencement avec des essences exotiques puis OGM que ces 3 ici. Donc, il y avait vraiment une distinction. Puis la distinction était quand on sort en dehors de l'aire indigène. Donc, les résultats importants de ça, il y a une évidence qu'il y a une évolution des pratiques de gestion en réponse au changement climatique, donc on s'adapte à des nouvelles réalités. Puis la prochaine frontière d'intervention est sûrement la considération puis l'utilisation de la migration assistée en dehors de l'aire de répartition indigène quand les changements climatiques vont devenir de plus en plus clairs, puis avec les impacts qui sont de plus en plus aigus. Il y a une rhétorique versus une réalité concernant le public, les intervenants et les Premières Nations. Donc, le fait que de considérer ou que l'importance de la perception publique, mais en même temps que ça ne devrait pas être nécessairement considéré dans les décisions. Puis un rôle important du contexte juridictionnel. Donc, on a trouvé beaucoup de différences entre les 3 provinces. Je vais revenir aux résultats publics maintenant. Donc, oui, puis recherche future. Donc, on aurait aimé voir l'opinion des biologistes qu'on pense qu'elle serait plutôt différente de celle des ingénieurs forestiers qui sont beaucoup plus aptes à utiliser des gestions de forêt plus intensives. Une autre recherche qu'on a fait, je ne vais pas présenter beaucoup de résultats, mais je voulais comparer les résultats. Donc, on a fait un sondage très similaire avec le grand public de la Colombie-Britannique. Donc, je vais comparer les résultats des ingénieurs forestiers ou experts forestiers avec celui du public. Donc, ici, c'est le résultat du public. Donc, quand je disais que, bon, il n'y avait pas nécessairement une volonté d'écouter l'opinion du public, mais l'opinion du public ressemble énormément à celle des
des experts forestiers quand on posait exactement les mêmes questions. Donc, on a posé à un petit peu moins de 2000 personnes en Colombie-Britannique avec des quotas pour que les régions soient aussi représentées que la ville. Puis les résultats, ils sont vraiment dans la même ligne avec presque les mêmes numéros. Il y a quelques différences. Donc, régénération naturelle, le support du public en Colombie-Britannique ressemble beaucoup plus aux deux autres provinces au Canada, donc beaucoup plus de support pour l'intervention. Pour l'immigration assistée, environ 15% moins de personnes du public qui étaient en soutien que pour les autres provinces. Puis les OGM, seulement 25% du public avait un soutien. Mais en général, ces résultats-là montrent que même si le public ne comprenne pas nécessairement les conséquences d'utiliser ces interventions-là, le sentiment est vraiment similaire comparativement aux experts. Bon, maintenant, je vais changer de sujet. Je vais introduire notre compréhension de c'est quoi la transformation et pourquoi c'est nécessaire. Les prochaines recherches que je vais parler ont été faites avec la Wildlife Conservation Society, donc WCS. Puis ce qu'on était intéressé de regarder, c'était s'il y a un changement de paradigme dans la pratique. Donc maintenant, on a regardé en principe, les gens sont prêts à considérer des nouvelles interventions, mais est-ce que ça commence à être vu en pratique? Donc au cours des années 2000, les pratiques de conservation se sont principalement concentrées à la résistance au changement. Donc, essayer de conserver les conditions historiques ou actuelles. Mais les impacts des changements climatiques souvent indiquent qu'on a peut-être besoin d'aller un petit peu plus loin puis d'accepter qu'il va y avoir des changements et même encourager, dans certains cas, le changement. Puis, des investissements qui regardent juste le statu quo, donc conserver la conservation traditionnelle, donc conserver les conditions historiques ou actuelles, pourrait mener à un échec à cause de tous les changements qu'on va avoir dans les conditions abiotiques. Donc, ça, c'est la conservation traditionnelle, donc maintenir l'écosystème historique. Donc, on a une variabilité historique dans les compositions biotiques, donc tout ce qui a trait à la vie. Puis, il y a une gamme historique de conditions abiotiques, donc les non-vivants, ce qui pourrait être le climat ou les intempéries, les précipitations, etc. Avec les changements climatiques, on ajoute on a de nouvelles conditions abiotiques. Donc, il y a un changement dans nos conditions, mais on essaie toujours de garder une variabilité historique. Donc, c'est vraiment la résilience des écosystèmes. Puis la transformation commence à arriver quand il y a un changement ou une nouvelle composition biotique, donc des nouvelles espèces ou des nouvelles génomiques de ces espèces-là qui commencent à rentrer dans un système. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec la Wildlife Conservation Society qui représente vraiment un laboratoire d'expérimentation. Donc, ils ont eu un fonds de l'adaptation au climat, ça fait 10 ans. Ça fait 12 ans maintenant qu'ils financent des projets. Donc, au moment de faire cette étude-là, il avait financé plus de 19 millions de dollars dans plus de 100 projets d'adaptation aux États-Unis. Donc, à travers de 40 États et territoires. Pardon. À travers les États-Unis. Donc, ça, c'est la carte de où ils avaient financé des projets, puis dans quel écosystème. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très, très, très varié. Ça considère l'agriculture, les systèmes aquatiques côtiers, les forêts, les déserts, les prairies, les systèmes aquatiques continentaux, puis les milieux urbains. Puis ça aussi, ça considère les îles du Pacifique. Donc, il y avait des projets à Hawaï, à Guam, puis aussi en Alaska. Puis c'est des activités très variées, donc allant d'éliminer les espèces invasives, donc une résistance au changement, jusqu'à la migration assistée d'albatros à Hawaï. Puis, bon, pour le 10 ans de financement, on a décidé d'essayer d'évaluer le programme. Puis, une des choses qu'on a fait pour évaluer ce programme-là, c'est qu'on a commencé à poser des questions comme de quelle façon les projets du CAF, donc le Climate Adaptation Fund, ont-ils initié un changement dans le domaine de la pratique de l'adaptation au changement climatique? Quel type de stratégies d'adaptation ont été financées et mises en œuvre tout au long de la période? Puis comment ça a changé
par rapport au temps, mais aussi par rapport aux écosystèmes. Donc, les méthodes utilisées, on a fait une revue de littérature de tout ce qu'on pouvait trouver sur le sujet de l'adaptation-transformation afin de créer un nouveau cadre théorique qui pouvait être mieux utilisé pour la pratique parce qu'on n'en a pas trouvé qui était vraiment. On était capable de transférer de la théorie jusqu'à comment on peut catégoriser des projets par rapport à le type d'adaptation qu'ils font. Après, on a regardé tous les projets, donc les 100 projets, puis on les a classés par rapport à notre grid que je vais présenter après. Puis on a fait des analyses statistiques. Donc, on a créé une classification qui s'appelle la classification RRT, résistance, résilience, transformation. Donc, c'est une classification qui utilise un continuum allant de résistance active au changement, donc maintenir les conditions actuelles ou historiques, jusqu'à l'accélération des transitions écologiques, par exemple, en utilisant des approches telles que la translocation d'espèces vers de nouvelles zones qui ne sont pas historiques. Donc, la migration assistée que j'ai présentée avant. Au total, on a 6 catégories d'adaptation, donc allant de résistance active jusqu'à transformation accélérée. Je vais les définir une par une, puis je vais donner des exemples. Donc, résistance active, le numéro 1, c'est des actions conçues pour maintenir activement les structures et fonctions historiques et ou actuelles. Des exemples de ça pourrait être de prévenir la transition des espèces en limitant les espèces non indigènes ou les espèces invasives. La prochaine, c'est la résistance passive. Donc, des actions conçues pour maintenir passivement les structures et fonctions, comme la protection d'écosystèmes importants, par exemple la création ou l'expansion d'aires protégées, surtout en utilisant des refuges climatiques, donc qui pourraient être résilients dans le futur. La résilience au changement, donc résilience est un mot que tout le monde aime utiliser, puis il n'y a pas vraiment de définition claire. Donc, on a décidé d'essayer de la définir comme les actions conçues pour améliorer la capacité d'un système à retourner aux structures et fonctions passées après une perturbation, par exemple un feu de forêt ou une grosse intempérie, dans la mesure du possible. Donc, en acceptant qu'il y aurait des nouveaux éléments qui sont inévitables et qui vont pas, donc on ne peut pas maintenir nécessairement tout ce qui est historique. Donc, par exemple, ça pourrait être la réintroduction d'ingénieurs écosystémiques comme les castors, la restauration des corridors pour permettre le déplacement des espèces, puis restaurer avec des espèces indigènes. Le prochain, on rentre dans les transformations. Donc, la première et la moins intensive, ça serait la transformation autonome. Donc, permettre les systèmes de transitionner, mais tout seul, sans nécessairement l'aide de l'humain. Donc, créer de nouvelles connectivités en tenant compte du climat, créer des rivages vivants ou la foresterie qui tient compte du climat, mais qui n'oriente pas nécessairement la composition future des espèces. Donc, qui utilise un bassin ou un bassin d'espèces qui sont mieux adaptées au climat, mais qui ne choisissent pas nécessairement les gagnants dans ces espèces-là. Le prochain, c'est la transformation dirigée, donc la migration assistée au sein de l'aire de répartition indigène, donc une foresterie qui tient compte du climat et qui oriente la composition des espèces futures. Puis dernièrement, c'est la translocation d'espèces en dehors de leurs états historiques ou répartition indigène, donc la migration assistée que j'ai parlé avant en dehors de l'ère historique. Ça, c'est vraiment d'accélérer la transition. Donc, c'est pas nécessairement de la permettre, mais c'est vraiment de l'accélérer pour qu'elle arrive plus vite. On a classifié dans cette catégorie-là les 104 projets qui avaient été financés entre 2011 et 2019. Puis ce qu'on a trouvé, c'est il y a une tendance claire qui va de la résistance et la résilience dans les premières années, puis commence à aller, qui accélère vers une transformation. Donc, ces 3 niveaux de transformation là. Statistiquement, c'est très, très, très significatif. Si on regarde d'autres façons les résultats, donc ça, c'est tous les projets, donc les 104 projets. Au total, il y a environ 12% de ces projets-là qui sont dans les 2 types de résistance. La majorité sont résilience, puis environ 44%, presque 50% étaient dans un des 3 transformations. Par contre, si on regarde
par année. Donc, ici, c'est 2011-2013, 2014-2016, puis 2017-2019. On voit vraiment que la majorité de la résistance, c'est dans les premières années. Puis la transformation, en 2017, il y a vraiment un changement assez drastique. Donc, la plupart des projets qui sont financés sont soit transformation autonome dirigée, puis les seules transformations accélérées ont été financées dans les 3 dernières années de notre analyse. Par écosystème, on a aussi trouvé des différences. Donc, les forêts sont l'écosystème avec le plus de transformation, de projets qui est classifié comme transformation, en agriculture aussi, puis en milieu urbain. Donc, il y a vraiment une différence. Une bonne exemple de ça, c'est la forêt. Donc, les forêts, on a beaucoup de surveillance, donc on comprend beaucoup plus ce qui arrive en forêt, puis nos connaissances scientifiques sont assez élevées comparées à ces autres écosystèmes-là. Par contre, les milieux aquatiques, ce qui est l'exemple d'un qui avait beaucoup plus de résilience ou de résistance, notre équipe, on essayait de penser à des stratégies qui pourraient être classées comme transformation, puis c'était assez complexe parce que vu que le système aquatique est assez, bon, il bouge pas nécessairement beaucoup, donc c'est beaucoup plus difficile de gérer la transformation. Il y a des façons, donc changer les espèces de poissons, par exemple, mais en général, ces projets-là étaient beaucoup plus vers une résistance ou une certaine résilience. Donc, nos résultats, il y a vraiment un- une tendance vers un changement de type résistance vers des actions plus transformatrices dans les dernières années. Il y a une variation des stratégies d'un écosystème à l'autre, puis les perceptions sur l'acceptation, donc ce que j'ai parlé avant de nouvelles interventions en principe, commencent vraiment à s'exprimer dans la pratique. Il y a un bémol à tout ça, donc on a regardé un organisme de financement, donc la WCS. Ça veut dire que c'est peut-être, nos résultats reflètent la préférence de cette organisation-là, pas nécessairement de toutes la conservation aux États-Unis, par exemple. Bon, là, il y a quelques petites choses à tenir en compte. Donc, premièrement, la façon que ces projets-là sont choisis, c'est qu'il y a un groupe de 25 chercheurs et employés du gouvernement, donc des gens qui sont vraiment à l'avant-plan en termes d'adaptation, qui sont dans leur groupe de gestion de l'organisation, puis c'est eux qui choisissent les projets. Donc, c'est pas nécessairement WCS, mais c'est ces scientifiques-là qui choisissent. Puis il y a une rotation de ces gens-là. Donc, mais il y a aussi du monde qui sont restés tout au long. Donc, ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a un changement, au moins dans la vision des experts aussi, pas seulement nécessairement dans ce que WCS finance. Puis l'autre partie de ça, c'est que WCS reçoit les proposés de projets chaque année, puis il y a vraiment eu un changement dans les projets conçus. La raison pourquoi il n'y a pas eu de transformation dans les premières années, c'est qu'il n'y avait pas de proposition de transformation qui venait des organisations qui allaient faire ces projets-là. Mais si on regarde, c'est vraiment un projet c'est vraiment un programme qui est dirigé vers l'adaptation principalement. Donc, c'est vraiment un changement qu'on peut voir peut-être dans le monde de l'adaptation, pas nécessairement en conservation en ce moment. Puis pour des utilisations potentielles, donc ce projet-là fait partie du working group, du groupe de travail de la UCN sur les changements climatiques. Donc on essaie de continuer à l'utiliser pour catégoriser les projets de bailleurs de fonds dans d'autres contextes, surtout à l'échelle mondiale. Donc des projets qui sont qui ont des projets pas seulement dans un pays comme les États-Unis, mais qui peut s'appliquer à des projets internationaux de financement. Puis aussi évaluer les résultats d'actions d'adaptation après leur mise en œuvre sur le terrain. Ça serait aussi intéressant d'évaluer les projets qui n'ont pas nécessairement le focus sur l'adaptation, mais qui sont des projets de conservation traditionnels pour voir s'il y a aussi un changement qui commence à considérer les changements climatiques. Bon, la dernière partie de ma présentation, c'est encore par rapport au travail qu'on a fait avec la WCS. C'est l'évaluation de comment on évalue l'adaptation. Une fois qu'on sait que ça commence à être fait en pratique, comment est-ce qu'on peut évaluer le succès de ces projets-là ou de la transformation? Donc, définir, évaluer le succès de l'adaptation, c'est très complexe, très difficile et très controversé. Ça nécessite la prise en compte de plusieurs dimensions qui interagissent à travers le temps. Donc, un projet qui pourrait être implémenté en 2010, on pourrait voir les impacts seulement en 2030 ou 2040. Donc, c'est extrêmement difficile
d'avoir un programme de surveillance pour voir l'impact puis le succès de ces projets-là à travers le temps. Puis aussi, on a besoin de beaucoup de métriques. Donc, pour l'atténuation au changement climatique, c'est surtout les gaz à effet de serre. Quand on pense à l'adaptation, il y a énormément de critères qu'il faut qu'on considère. Donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce que le succès de l'adaptation, simplement. Puis, on a demandé comment les experts dans le domaine de l'adaptation perçoivent ou définissent le succès, puis quel est l'éventail de critères d'évaluation du succès pour l'adaptation. La méthode qu'on a utilisée, c'est qu'on a fait un processus Delphi avec les experts. Donc, Delphi, c'est des différentes étapes de consultation. Puis on a commencé avec un entretien 1 à 1 avec 18 experts qui étaient très diversifiés dans leur expertise, donc en certains scientifiques sociales, certains scientifiques naturels. C'était des experts reconnus à travers le monde, donc des auteurs du GIEC, universitaires très cités, puis des scientifiques gouvernementaux aux États-Unis, au Canada, puis aussi en Europe. Puis je crois qu'en Asie aussi. Ensuite, on a passé à 2 rondes de sondage en ligne où on demandait aux experts de catégoriser les critères, puis aussi de donner leurs commentaires sur notre liste de critères ou notre cadre théorique pour évaluer l'adaptation. Donc, ça nous a donné un résultat de 16 critères de réussite au changement climatique qui sont classés en 4 grosses catégories. Donc, la première catégorie, c'est l'utilisation de l'information. Donc, tout ce qui a trait à la gestion adaptive, l'utilisation des connaissances variées, puis la surveillance et l'évaluation des résultats. Donc, par exemple, une définition pour connaissance, c'est que le projet d'adaptation a utilisé les meilleures connaissances disponibles, la science occidentale, mais aussi les connaissances traditionnelles et locaux, puis à des échelles spatiales et temporales appropriées pour le projet qu'on évalue. La deuxième catégorie, c'est gestion de projet, donc plus qu'à atteindre l'objectif, engagement et communication, finance et économie, durabilité à long terme du projet, partenariat avec des internes et externes, puis ressources et capacités. Donc, engagement et communication, un exemple de définition, ça serait que le projet a consulté, engagé et communiqué avec les parties prenantes concernées et le grand public avant, pendant et aussi après la conception et la mise en œuvre du projet. Troisième catégorie, c'est les résultats écologiques et sociaux. Donc, les résultats sur le terrain en termes de fonctionnement d'écosystèmes, faune et ressources naturelles, puis personnes et sociétés. Un exemple de définition, faune et ressources naturelles, c'est le projet d'adaptation a permis de réduire la vulnérabilité ou augmenter la capacité d'adaptation de la faune et des ressources naturelles ciblées à des échelles spatiales appropriées. Donc, est-ce que c'était au niveau du paysage ou au niveau locaux ou au niveau régionaux ou même plus grand. Puis dernièrement, faire progresser le domaine de l'adaptation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu nécessairement beaucoup dans la littérature, mais comment est-ce que les interventions qu'on fait ou les projets à travers de fonds de financement à l'adaptation aident à faire progresser le domaine. Donc, renforcer les capacités, augmenter l'innovation, intégrer l'intégration plus large de l'adaptation dans le domaine de la conservation ou de la gestion des ressources naturelles. Puis comment ces projets-là ont aidé à influencer les règles et politiques. Ça peut être régional ou un gouvernement même provincial ou un État, dans le cas des États-Unis, ou même national. Donc, par exemple, pour l'intégration plus large de l'adaptation, la définition, c'était le projet d'adaptation a conduit à la mise à l'échelle, puis à l'intégration des actions d'adaptation au sein de la ou des organisations impliquées ou dans le champ plus grand de la pratique. Le but de cette liste de critères ou ce cadre théorique, c'est pas nécessairement d'être strict, mais plutôt de donner une façon flexible d'évaluer ces projets-là. Donc, on a essayé de regarder à toutes les étapes de la théorie du changement, donc les intrants dans un projet, le processus de gestion, les extrants, donc les actions que le projet prend, puis regarder aussi les résultats. Puis, un critère qui pourrait être important pour un projet pourrait ne pas l'être pour un autre. Donc, chaque projet peut sélectionner, choisir les critères qu'ils pensent qui sont le plus importants pour leur projet. Puis aussi, chacun de ces critères a
peut avoir plusieurs métriques. Donc, on donne des exemples de métriques, mais ce n'est pas limité à ces métriques-là. Il y a plusieurs façons de pouvoir évaluer ces différents métriques-là. On a demandé aux experts qui ont participé au Delphi de classer en ordre d'importance pour l'adaptation, selon eux, les différents critères. Donc, les 18 chercheurs qu'on a consultés ont classé ici. Il y a beaucoup d'informations, je vais vous aider à regarder ça plus tard. On a aussi demandé aux participants des projets de WCS, donc les 104 projets. On a été capable d'évaluer 38 de ces projets-là, puis on leur a demandé eux aussi de classer les critères par rapport à leur importance. Puis on a eu des résultats assez différents, donc je vais vraiment regarder les différences. Donc, premièrement, pour les chercheurs et gestionnaires, c'était les résultats écologiques et sociaux qui étaient vraiment importants. Donc, fonctionnant des écosystèmes, comment le projet a un impact sur les personnes et la société, puis aussi la faune et ressources naturelles. Ça, c'était tout dans les nommés comme les plus importants. Par contre, pour les praticiens, c'était plutôt dans la moyenne. Donc, oui, c'était important, mais ce n'était pas les plus importants. Ce qui était les plus importants pour les praticiens, c'était vraiment comment le projet a été géré, puis pour voir si un projet pourrait ou ne pas avoir du succès dans le futur. Donc, le plus important de tout était le partenariat. Donc, avoir des partenariats externes très diversifiés, durabilité à long terme, puis engagement et communication. Donc ça montre vraiment une petite différence entre les chercheurs qui veulent voir des résultats concrets, puis les praticiens ou les gestionnaires de fonds, puis les praticiens qui sont vraiment du jour à jour à gérer ces projets-là, puis qui voient la complexité d'évaluer le résultat sur le terrain, comment ça peut être long et ça peut prendre du temps, mais que des proxys pour évaluer le potentiel succès d'un projet pourraient être évalués avec d'autres critères. L'utilisation future de ça, on est en train de tester le portefeuille avec les projets du WCS, donc on évalue le succès du 10 ans. On a aussi l'utilisation potentielle avec d'autres contextes mondiaux, donc on est en discussion avec quelques groupes pour utiliser ce cadre-là dans d'autres contextes, de la conception à la mise en œuvre à l'évaluation de projets d'adaptation ou même de projets de conservation plus traditionnels. Je vais juste donner un exemple très rapidement de surveillance et évaluation. Comment qu'on a évalué la surveillance et l'évaluation, avec quelles métriques qu'on a utilisées. Ça, c'est du travail en cours. Je pense que l'article a été accepté pour publication. Je ne suis pas certain, donc je peux. C'est encore des résultats qui ne sont pas finaux. Donc, ce qu'on a fait, révision de documents, donc 76 projets qu'on a inclus dans cette étude-là. Donc, les projets entre 2011 et 2017 pour qu'il y ait eu assez de temps pour faire un petit peu de surveillance. On a fait des sondages, des entretiens, puis on a des études de documents. Puis les questions qu'on a posées, c'est que surveillent les praticiens dans les initiatives d'adaptation et de quelle manière les praticiens adoptent-ils les meilleures pratiques de surveillance et d'évaluation? Puis, quels facteurs permettent des efforts de surveillance plus complets pour ces projets-là? On a créé une table d'évaluation, donc avec 6 catégories, une approche axée sur l'utilisation de la théorie du changement, inclus dans la surveillance, donc avec des objectifs précis au début, puis évaluer à la fin si ces objectifs-là ont été atteints. Clarté du but de la planification, est-ce qu'il y avait des indicateurs puis des métriques qui étaient compréhensifs pour leur projet? Est-ce qu'ils utilisaient des données de référence pour comparer le résultat avec le statu quo? L'achèvement de la surveillance, est-ce qu'ils ont complété avec succès leur programme de surveillance? Puis, est-ce que la surveillance continuait après la fin du projet ou après la fin du financement? Puis, on arrivait à un pointage d'exhaustivité de la surveillance de très exhaustif à pas du tout exhaustif. Je vais montrer quelques résultats importants de cette évaluation-là. Donc, 66% des projets décrivaient des éléments de la théorie du changement. Par contre, seulement un tiers de ces projets-là clairement avaient clairement détaillé les liens entre les intrants, les extrants, puis les résultats du projet à la fin. Donc, qui avaient fait un lien avec leur plan de surveillance. Donc, c'était vraiment seulement 20%
ont vraiment appliqué une théorie du changement ou une autre théorie d'évaluation dans leur plan de surveillance. 84% des 76 projets ont rapporté des résultats sociaux, mais c'était des métriques très simples, disons, donc combien de personnes avaient été contactées pour le projet ou des choses comme ça. Il y avait vraiment un problème clair avec l'évaluation des impacts sociaux comparativement aux impacts écologiques de ces projets-là. Puis, les partenariats ont été le plus souvent évoqués comme le principal facteur habilitant les efforts de surveillance. Donc, ils ont vraiment indiqué l'importance d'avoir des partenariats forts dès le début du projet. Donc, ça, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre, puis l'évaluation à la fin. Bon, j'ai fini. Donc, les conclusions de tout ce que je viens de parler maintenant. Donc, il y a une évidence de l'évolution des opinions, de la gestion, puis aussi des pratiques en réponse au changement climatique. Puis ça, c'est en principe. Donc, le sondage des experts puis du public ont montré qu'il y a une certaine volonté à considérer ces options-là. Par contre, on voit aussi que ces perceptions-là sur l'acceptation de nouvelles interventions en principe commencent vraiment à s'exprimer dans la pratique. Donc, il y a un mouvement vers des actions plus transformatrices pour l'adaptation au changement climatique. Évaluer le succès de ces interventions-là est compliqué et nécessite plusieurs critères d'évaluation qui peuvent changer d'un projet à l'autre, qui doivent être flexibles et choisis par rapport au contexte de ces projets-là. Puis, il y a énormément de possibilités d'amélioration de ce qui est fait, de ce qui est évalué, aussi de comment on évalue les choses. Puis, il y a vraiment une importance d'expérimenter, puis de gestion adaptée. Donc, les fonds comme le fonds du WCS sont vraiment à l'avant-plan de prendre des risques. Il y a beaucoup d'erreurs. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un projet qui échoue est un échec, en fait, parce qu'on a vraiment appris des choses. Puis c'est vraiment important de commencer à faire ces choses-là de plus en plus, car les changements climatiques, les impacts, ils vont juste accélérer, puis être capable d'utiliser différents outils pour s'adapter. Des fois, résister, c'est la meilleure solution. Donc, dans certains contextes où le climat ne va pas nécessairement être trop impacté, la résistance au changement est une bonne pratique. Dans d'autres contextes, on veut vraiment commencer à penser à plus une transformation passive, potentiellement active de ces écosystèmes-là. Merci beaucoup. Puis, je vais être heureux de répondre à n'importe quelle question. Puis aussi, vous pouvez me contacter si vous voulez après avoir une discussion après le colloque. À nous un peu plus tardivement. Mon nom est Véronique Maltais et j'animerai la période de questions. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez tous maintenant activer votre vidéo, si vous le désirez. Et si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon d'y avoir accès est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL et le code d'activité, bien important, le code d'activité, car il est unique à chacune des formations, que vous trouverez dans le chat. Et bon, laissez-moi vous donner un petit peu quelques consignes pour comment procéder pour poser une question. En fait, vous pouvez la poser dans la langue officielle de votre choix, bien sûr, avec le micro de votre ordinateur, en cliquant tout simplement à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionner l'icône main levée. Donc, lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever le mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Et s'il vous plaît, après avoir posé votre question, vous remettre en mode sourdine pour éviter les bruits de fond. Et nous souhaitons que vous posiez seulement une question à la fois, autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question, mais aussi pour laisser la chance à tous de pouvoir poser une question. Et en deuxième lieu, si vous préférez poser votre question plutôt par écrit, donc vous pouvez utiliser sans problème la boîte de chat et en prenant soin de sélectionner l'envoi à tous mes contacts, mais ça devrait être le cas par défaut. Et vous pouvez sélectionner donc l'icône en bas, en forme de bulle, en bas à droite, pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Et dans les deux cas, s'il vous plaît, nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom, mais aussi l'organisation que vous représentez. Donc, je vais pouvoir rétablir le son pour tous. Donc, vous devriez avoir accès à votre micro.
Donc, la période de questions est commencée. Guillaume, si tu le souhaites, tu peux peut-être arrêter le partage d'écran pour qu'on voit un peu plus les participants. Ouais. Puis, il y a quelqu'un qui a été très précoce dans le chat, donc il y a déjà une question de Elvire Djongo. Et malheureusement, là, je ne connais pas l'organisation, mais je vais la lire. C'est comme suit. Qu'en est-il de la migration assistée des espèces fauniques, compte tenu du fait que certains éléments dans l'écosystème sont indissociables? Oui, c'est une très bonne question. Donc, bon, la raison pourquoi on a beaucoup fait plus d'expérimentation jusqu'à maintenant avec les arbres ou la végétation, c'est que il y a un petit peu moins de chances il y a un petit peu moins de risques que ça aille vraiment mal qu'avec les espèces fauniques. Il y a des exemples de migration assistée d'espèces fauniques qui ont vraiment lié à des désastres. Je pense à tout ce qui arrive en Australie, mais aussi dans d'autres régions. Donc, on n'a pas regardé ça dans cette étude, mais comme j'ai mentionné, le WCS a un projet où ils ont migré les espèces de cormorans d'une île à une autre par rapport au changement du climat, puis le changement de température, les intempéries, les précipitations, mais c'était aussi le fait que leur zone où il y avait leur nid allait être inondée. Donc, ils ont essayé de bouger ces espèces-là vers une autre île. Jusqu'à maintenant, c'est un succès, mais il y a tellement de risques puis d'incertitudes dans ces choses-là que c'est difficile à dire. Un autre place où on a regardé la possibilité d'une migration, on a fait deux projets, un en Australie puis un au Japon. Donc, celui au Japon, il migrait les espèces en danger dans des zones alpines d'une région à l'autre parce que c'était une décision, c'est soit l'extinction ou on essaie de les bouger à un autre endroit. Donc, ils ont pris la décision que c'était une espèce assez importante pour prendre la chance d'essayer de les bouger, mais il y a toujours la chance que cette espèce-là va devenir invasive ou va détruire l'écosystème ou ne va pas s'adapter aux nouveaux écosystèmes et va juste pas réussir à s'adapter, puis tout l'investissement puis l'argent est perdu. Donc, il y a énormément de risques. C'est pas quelque chose que... J'ai travaillé là-dessus, mais ça veut pas nécessairement dire que j'encourage la migration assistée dans tous les contextes. Donc, il faut vraiment avoir de la recherche avant d'être capable de faire ces décisions-là. Merci. Donc, la question provenait de produits forestiers résolus. Il y a d'autres questions. Monsieur Boulanger. Oui, tabarouette, j'ai levé ma main, je savais même pas. C'est pas grave, j'ai une question pareille. Donc, je me demandais, parmi les surveys que vous avez fait, c'est quoi survey en français? Voyons, en tout cas, les surveys. Sondage. Sondage, merci, tabarouette. Ouais. C'est ma vie Euh, d'anglicisme. que vous avez fait, notamment parmi les forestiers, quelle mesure ou quelle réglementation qui émane des provinces était la plus constituait peut-être la plus importante contrainte selon les gens à l'adaptation? J'imagine que ça varie beaucoup d'une province à l'autre, mais je me demandais s'il y avait déjà des contraintes réglementaires qui étaient identifiées par les participants, pouvaient apporter des limitations là, dans la capacité d'adaptation des provinces là, au niveau des forêts. C'est une bonne question. Bon, il y avait plusieurs choses. Donc, dans le cas de la migration assistée en utilisant des semences puis adaptées au climat, c'était vraiment les règles de transition des semences. Donc, en Colombie-Britannique, maintenant, on peut le faire en dedans de l'ère comme j'ai mentionné, en dedans de l'ère historique, mais on ne peut pas le faire en dehors. Il y a des façons de demander des permis, mais ces permis-là peuvent être assez compliqués. Dans d'autres provinces, c'était encore plus complexe. Donc, ça, c'était vraiment un frein pour le moment. Par contre, je dirais qu'encore plus loin de ça, notre étude avec WCS l'a fait. La grande contrainte, c'était demander un permis, puis le temps que ça prend pour demander un permis par rapport au financement du projet qui pouvait être de 2 à 4 ans,
il recevait le permis, puis c'était le temps de commencer la surveillance du projet qu'il avait fait. Donc, il y a vraiment euh, une, il y a vraiment une limitation bureaucratique à faire ces projets-là en ce moment parce que, bon, c'est transformatrice, c'est pas ce qu'on fait traditionnellement, puis tu peux appliquer pour un permis, puis des fois, faut changer une politique pour avoir accès à ces permis-là. Donc, c'est assez complexe. Ça dépend de la juridiction. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mais en général, juste demander un permis pour une nouvelle activité, c'était vraiment une contrainte dans tous les cas qu'on a regardé. Là, on parle au niveau de la forêt publique, comparativement à la forêt privée. J'imagine que c'est relativement différent là, d'une juridiction, pas d'une juridiction, mais d'un modèle de gouvernance à l'autre à ce niveau-là aussi. Oui, puis il y a beaucoup de choses. Donc, en Colombie-Britannique, on est encore sur un système de tenure, je ne sais pas comment dire en français, sur le volume. Donc, les compagnies forestières bougent d'année en année d'une place à l'autre. Donc, ils n'ont pas nécessairement. Puis ça, c'est une autre chose. Donc, si tu veux qu'ils fassent vraiment attention pour le futur, ils vont pas nécessairement être là dans le futur. Donc, obliger les investissements pour le changement climatique, je pense que ça a été une solution qui a été trouvée par le gouvernement en Colombie-Britannique. Donc, de vraiment soit forcer les ingénieurs forestiers à utiliser des nouvelles gestions ou l'encourager de façon monétaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de programmes ici qui s'en vont vers l'adaptation au changement climatique. Je le sais vraiment pas pour les autres juridictions. Je suis sûr qu'il y a des gens dans l'appel qui pourraient avoir des meilleures réponses que moi. Ben, merci beaucoup. Puis désolé, j'avais oublié de me présenter. Donc, moi, c'est ça, c'est Yann Boulanger. Je suis chercheur en écologie forestière au Service canadien des forêts. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, ni de main levée. Est-ce que je peux poser une autre question? Certainement. Bon, je me demandais, parmi aussi les sondages, justement, que vous avez fait, est-ce que les Premières Nations étaient quand même assez impliquées ou est-ce que, je ne crois pas avoir vu de résultats, je pense, à ce niveau-là, puis est-ce que leur réponse aussi différait euh, sensiblement de ce qui était proposé par les autres groupes? Oui, donc les résultats, nous avons des projets avec les Premières Nations en particulier. Donc ça, c'est en cours, puis on n'a pas encore de résultats. Ce qu'on a décidé de faire, c'est on les a inclus dans le sondage puis dans les entrevues qu'on a fait à partir de ce projet-là, mais c'était pas. On a décidé de faire un projet parallèle seulement avec les Premières Nations en respect. Donc, ils ont été inclus dans le principal, mais on est en train de travailler avec eux directement sur ça. J'ai pas encore les résultats, donc je ne peux pas vraiment parler sur ça. Par contre, dans le sondage, on sait quelle personne était autochtone, puis il y avait pas nécessairement de différence dans les réponses de ce qu'on a vu. Par contre, on n'avait pas beaucoup de réponses, donc c'est pas nécessairement indicatif statistiquement. Donc, non, on n'a pas de. Malheureusement, j'ai pas les résultats pour ça en ce moment, mais dans les prochaines années ou les prochains mois, ça devrait arriver. Pour notre travail avec WCS, il y avait des projets qui étaient gérés par des Premières Nations, donc j'ai eu des entretiens avec 4 ou 5 projets gérés par des groupes de Premières Nations, donc puis il y avait vraiment une différence. Puis ces projets-là, en fait, ils ont été ils ont eu extrêmement de succès dans notre évaluation comparé aux autres projets gérés par les organismes qui n'étaient pas autochtones. Donc, c'est intéressant à voir. Puis il y a vraiment une vision différente de c'est quoi l'adaptation. Regarder le futur tout en considérant le passé, c'était vraiment intéressant d'avoir ces discussions-là avec eux. Donc, une approche très différente, mais les projets avec le plus de succès, peut-être parce qu'il y avait une meilleure compréhension de leur territoire que les autres organismes qui étaient surtout des organismes à but non lucratif.
Donc, je regarde le chat, là, il n'y a toujours pas de questions. Pas d'autres mains levées non plus pour l'instant. On y va, Yann. Non, mais je peux laisser ma place. Je trouve ça super intéressant. Puis en tout cas, s'il n'y a pas d'autres personnes, ben, je vais prendre la place. Euh, Au niveau des organismes de certification forestière, est-ce que vous voyez, entrevoyez, comment je peux dire ça, une inclusion de tout ce qui concerne l'adaptation au changement climatique? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je devrais dire, mais une plus grande. Si ces organismes-là, dans le fond, voient ça comme étant quelque chose d'important, justement, à inclure éventuellement dans les normes qui sont proposées dans le cahier de charge là, par les organismes subventionnés. Pas les organismes subventionnés, mais les organismes de certification. Excusez-moi. Donc, que ce soit FSC ou CSI ou CSC, je veux dire. Mhm. Oui. Euh, donc, oui et... En fait, j'ai pas montré ça, mais on a fait une autre étude qu'on a commencé à changer un petit peu la façon qu'on voit comment on considère le changement climatique dans la gestion forestière. Donc, en ce moment, on voit vraiment deux choses différentes. Donc, il y a l'atténuation des changements. Donc, pensez au gaz à effet de serre, le carbone. Puis, il y a l'adaptation qui est plus regardée aux projections climatiques. L'argument que je prendrais, c'est qu'en fait, sans considérer l'adaptation, il n'y a rien d'autre qui est possible en ce moment. Surtout dans certaines régions comme la Colombie-Britannique où si tu ne regardes pas les chances de feux de forêt, comment tu vas gérer le risque dans un projet de conservation, disons FSC, que mettre un 20% en protection. Si tu ne regardes pas les risques avec ce 20%-là, il y a une grande chance d'échec. Euh, Donc, je dirais que ça devrait être inclus où il y a beaucoup de chances de risque. La façon dont ça devrait être fait, je suis pas certain. Il y a beaucoup d'approches ou de cadres théoriques qui peuvent être utilisés pour être, mais je pense que la seule façon, c'est vraiment de l'ajouter dans un critère d'évaluation des projets FSC. Donc, j'ajouterais carbone, puis j'ajouterais adaptation au futur changement. Merci beaucoup. Rien, merci. Merci Yann pour tes questions. Donc, je vois toujours pas de nouvelles questions dans le chat, ni de main levée. Donc, peut-être une dernière chance, Yann, si tu as une autre question ou si ça va comme ça. Dernière chance, Yann, si tu as une autre question ou si ça va comme ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais en profiter pour te remercier, Guillaume, pour ta présentation de l'adaptation à la transformation vers des actions plus transformatrices pour notre gestion des ressources naturelles dans le contexte des changements climatiques. Et en terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu le 24 mars et qui s'intitule Questions de régénération pour une sylviculture d'adaptation. Le conférencier sera M. Tasson Tifo, chercheur scientifique au Centre canadien sur la fibre du bois du Service canadien des forêts. Et en terminant, je vous invite à surveiller nos fils Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Donc, voilà, donc merci à tous pour votre participation et merci encore Guillaume et une bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup.